Le Code civil évoque effectivement chacun a droit au respect de sa vie privée. Alors si l'on regarde la vie privée a un contenu très composite. Très composite parce que c'est le droit à la liberté de choix du domicile, c'est le droit de vivre librement dans son domicile, donc c'est le lieu de résidence qui est choisi librement, c'est la vie dans son lieu de résidence qui est fait de manière libre, puisqu'il y a un principe d'inviolabilité du domicile, y compris par les autorités. C'est avoir la vie privée que l'on souhaite, les rapports sexuels que l'on souhaite sur ce registre, c'est aussi la vie privée. C'est la vie privée aussi dans l'utilisation de l'espace numérique, dans la diffusion. C'est la vie privée dans l'utilisation d'outils de communication. On a là un ensemble très vaste qui est la vie privée. C'est aussi la possibilité de se déplacer, de la liberté d'aller et de venir comme on a envie, sans être repéré, remarqué par telle ou telle personne. C'est aussi un espace de la vie privée. C'est le droit à l'image. Donc il y a beaucoup d'éléments dans ce droit au respect de la vie privée. Les questions de sécurité liées au terrorisme ont entraîné de la nécessité de savoir beaucoup de choses sur les individus, ce qui peut porter atteinte à la vie privée sur ce registre-là. Tout ce qui est l'usage de ces outils technologiques, communication électronique, informatique, vidéosurveillance, vidéoprotection, fait que la vie privée peut être restreinte à tel point que certains auteurs, et je pense à des auteurs américains, considèrent que la vie privée vit ses derniers jours d'une certaine manière, ou plus exactement, que le droit au respect de la vie privée va être de plus en plus limité. Je suis moins pessimiste que cela, mais c'est vrai qu'il faut y faire attention. La société numérique présente des aspects de liberté considérables, et la société numérique présente aussi des limites à ces mêmes libertés, tout aussi considérables. Et de ce point de vue-là, les utilisateurs d'Internet ne le mesurent pas toujours, n'en prennent pas toujours la dimension forte. En effet, il y a de plus en plus de traces laissées par ceux qui utilisent Internet. Nous laissons des traces électroniques. Nous laissons des traces électroniques par l'usage des cartes à mémoire, nous laissons des traces électroniques par l'usage des réseaux sociaux. Et les utilisateurs des réseaux sociaux, qui sont de plus en plus nombreux, laissent de nombreuses traces de toute nature, des photographies, des images, mais aussi des informations sur tel ou tel point de sa propre existence. Nous laissons des traces, ces traces peuvent entraîner éventuellement de la surveillance des personnes, parce que ces traces peuvent être utilisées de manière sympathique par les autres utilisateurs de ces mêmes réseaux sociaux, mais peuvent être utilisées de manière moins sympathique en pointant en quelque sorte tel ou tel travers, telle ou telle erreur commise par les personnes qui étalent d'une certaine manière leur vie privée. En effet, le système numérique et les systèmes modernes en quelque sorte développent des entrepôts électroniques considérables avec des entrepôts qui ont des informations sur les individus de manière importante. On recourt de plus en plus à ce qu'on appelle la vidéoprotection, pour éviter le terme un peu plus dur de vidéosurveillance. Le téléphone portable, c'est aussi un instrument numérique de la société numérique. Je dis souvent à mes étudiants que le téléphone portable permet aussi de téléphoner, mais en réalité permet de faire quantité d'autres choses. Les caméras nous filment, les lecteurs biométriques interviennent, les nanotechnologies se développent et quantité d'éléments sur le plan technologique font que les libertés sont éventuellement réduites. Alors on peut prendre des exemples. Effectivement, lorsque le droit à l'image devrait être respecté, mais si l'on met soi-même son image dans quantité de domaines, comment ensuite peut-on critiquer ceux qui ont utilisé l'image en question? On peut aussi voir qu'en matière de droit du travail, des salariés peuvent subir de la part de leur employeur ce qu'ils ont fait eux-mêmes, c'est-à-dire lorsqu'ils mettent sur un réseau social un certain nombre d'informations, ils peuvent difficilement dire « non, mais c'est seulement ma vie privée ». Sauf que cette information, ils l'ont mis à la disposition d'un nombre considérable de personnes. On n'est plus dans la vie privée, on est dans la communication quasiment publique sur ce registre-là. Donc incontestablement, Internet est susceptible de mettre en cause le droit au respect de la vie privée. Cela suppose de la part des internautes de devenir ce que j'appelle parfois des cyber-citoyens, c'est-à-dire des citoyens conscients de ce qu'ils font, conscients des traces qu'ils laissent,
et par conséquent conscients des risques qu'ils prennent en laissant des traces. Il y a sur la question des données personnelles une législation française ancienne qui a été élaborée avant même qu'existe l'espace numérique, c'est la loi informatique et liberté. Cette loi informatique et liberté, qui est une loi ancienne, il est vrai sur ce point, au fond, la Commission nationale informatique et liberté a adapté en quelque sorte la pratique de cette législation aux évolutions de la société numérique en protégeant les données personnelles, en travaillant avec les autres autorités de cette nature en Europe, en indiquant les nécessités de faire évoluer la protection des données personnelles et notamment cela aboutit à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se prononce sur la question des données personnelles et se prononce sur la nécessité de mettre en place un véritable droit à l'oubli dans la société numérique. On progresse dans ce domaine, la jurisprudence est un progrès. Il faut peut-être cette fois-ci avoir des règles juridiques plus précises dans ce domaine sur cette notion de droit à l'oubli qui est une notion difficile parce que cette fois-ci elle heurte d'autres considérations, cette fois-ci le patrimoine historique, l'archivage historique des informations, en faisant nécessairement la distinction entre ce qui est sur la société numérique, dans l'espace numérique, et ce qui est dans l'espace du papier, d'une certaine manière, de l'écrit sur ce registre-là. Donc à la fois un effort législatif, mais aussi, je crois, un effort du comportement des citoyens, des utilisateurs de l'espace numérique par rapport à leurs propres données. Dans notre système français, d'ailleurs la Cour de justice, la Cour européenne des droits de l'homme, avait montré du doigt, si on peut dire, la France sur son mauvaise législation sur les écoutes téléphoniques. Et nous avons fait évoluer notre législation sur ce qu'on appelle les interceptions judiciaires et les interceptions de sécurité. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des interceptions judiciaires pour rechercher la vérité, et c'est cette dimension qui peut être importante. Se pose là la question délicate et compliquée, à la fois des interceptions judiciaires et des relations téléphoniques qu'il peut y avoir entre un avocat et son client. Alors là, il faut tout de suite se rapprocher là aussi de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui d'un côté évoque le droit au respect de la vie privée, comme nous l'avons évoqué précédemment, respect de la vie privée et familiale, du domicile, de la correspondance. Et dans la correspondance se trouve bien évidemment la question de la communication téléphonique, ou on dit aujourd'hui communication électronique. Ce même article 8 indique aussi il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que si cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure dans une société démocratique nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être, au fonctionnement de manière générale, en quelque sorte, de la justice. Et dans l'affaire qui nous intéresse ici, il y a effectivement un équilibre à rechercher entre, d'un côté, le respect de la liberté de communication, y compris de son client avec un avocat, et en même temps savoir jusqu'où il est possible de pratiquer des interceptions judiciaires. Alors c'est vrai qu'il y a un arrêt récent de la Cour européenne des droits de l'homme, un arrêt de 2015, Brutenau contre Roumanie, qui évoque cette question des relations téléphonique entre un avocat et son client. Et à cette occasion, la Cour européenne des droits de l'homme considère que la relation même téléphonique entre l'avocat et un client relève du secret professionnel de l'avocat. Et que par conséquent, on pourrait dire que cet arrêt de 2015 éclaire d'une manière très intéressante l'affaire qui a entraîné des débats, des interrogations, mais une poursuite néanmoins de la procédure judiciaire, puisque sur ce registre, il me semble que la Cour d'appel, je crois, a poursuivi dans ce domaine et a considéré qu'on pouvait accepter l'existence de ces interceptions judiciaires. Parce qu'en effet, même dans l'arrêt Brutenau, lorsqu'on le regarde de manière un peu précise, il y a effectivement l'idée qu'on ne peut pas porter atteinte au secret professionnel de l'avocat s'il n'y a pas de contrôle efficace, et s'il n'y a pas non plus, en quelque sorte, une dimension systématique. Donc la Cour européenne des droits de l'homme laisse, au fond, au juge une appréciation de la situation en fonction
des nécessités de l'enquête. Ce n'est pas une interdiction complète, mais une appréciation. Donc là encore, il revient au juge de rechercher l'équilibre entre le respect du secret professionnel et la recherche de la vérité.